Salut! Hello Yeka! Toujours fidèle au poste. J'espère que tout va bien et qu'on m'entend, qu'on me voit. Voilà. Écribouille. J'ose pas en dire plus. Tu me reconnais, j'étais au SEO Campus et oui, effectivement, je crois qu'on s'est croisés là-bas et qu'on a même peut-être un peu discuté. Toujours, toujours sympa d'être au SEO Campus et aux autres événements SEO d'ailleurs. Mais je crois que le SEO Campus, c'est un peu la grande messe annuelle. Donc c'est toujours encore mieux. Est-ce que c'est des Lego derrière? Alors oui, il y en a. Euh, Notamment un X-Wing et un. Les EU où? Je ne vais pas répondre à cette question, ça risque de devenir vulgaire. Bon, on va attendre quelques minutes que les retardataires puissent nous rejoindre s'il y en a. Ah voilà, Yannick a trouvé la réponse à la question de Sipaï. Le classique. Oui, du coup, pour démarrer tranquillement, donc la semaine dernière, on était au SEO Campus avec notamment pas mal de gens du chat. Il y a un truc de fuseau horaire. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais certainement que le fuseau horaire à cet endroit est un peu différent du reste du monde. Donc le SEO Campus, évidemment, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y participer, je vous recommande chaudement d'y mettre les pieds. C'est pas toujours évident de se rendre maintenant jusqu'à Versailles, mais ça reste un grand plaisir. On croise plein de gens super intéressants. C'est toujours des rencontres sympas. Et puis c'est l'occasion de revoir les copains également et d'aller voir quelques conférences. Alors j'avoue que j'en ai pas vu beaucoup cette année, notamment parce que j'étais justement pris par pas mal de discussions off qui étaient très sympas également. Mais j'ai eu l'occasion de voir déjà quelques slides et des bouts de replay également. Et c'est d'ailleurs l'avantage pour ceux qui ont loupé cet événement-là, c'est que vous pouvez accéder au replay. La quasi-totalité des conférences étaient enregistrées, donc n'hésitez pas à aller essayer de regarder ça, notamment si vous êtes membre de l'association. Euh, Pas toutes les salles. Alors j'avoue que j'ai pas les détails logistiques pour le coup, mais s'il y a des soucis d'enregistrement ou des choses qui n'ont pas été enregistrées, voyez ça avec les membres de l'association. J'y suis pour rien. En tout cas, il me semble bien que la mienne était enregistrée, donc moi je suis intervenu vendredi matin à la première heure, donc à 9h15 de mémoire, pour parler d'audit. Si ça vous intéresse, vous retrouverez les slides sur Twitter, sur LinkedIn notamment. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par rapport à tout ça. Puisqu'on est au moment des annonces, une annonce importante déjà pour vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de live parce que je serai a priori dans une semaine exactement à Brighton en train de boire une bière pour récupérer de mon voyage en vélo. Oh là là, ça y est, je commence déjà à fatiguer alors que ça fait 5 minutes qu'on a commencé. Donc voilà, en tout cas, je ne serai pas en France mercredi prochain et du coup, c'est assez compliqué évidemment d'organiser un live. Mais vous pouvez vous rassurer en profitant du fait que c'est la rentrée notamment pour Fred Durf sur la chaîne Trikaya qui relance sa nouvelle saison de live à partir de mardi à 15h. Donc mardi 4 à 15h, retrouvez Durf sur sa chaîne Trikaya. Et je crois que son invité cette fois-ci ce sera Diane Mott. Et puis j'imagine qu'il a déjà un programme bien chargé pour les semaines à venir. Je connais déjà quelques intervenants et je pense qu'on va se régaler. Voilà, donc n'hésitez pas à aller rejoindre Fred. Moi pour ma part, je vous retrouverai du coup dans
15 jours. Salut Romain. Dans 15 jours, donc même jour, même heure, mais comme je viens de le dire, pas la semaine prochaine. Je manquerai pas évidemment de vous le rappeler sur les réseaux sociaux et puis vous profiterez peut-être en parallèle de mon voyage en vélo pour rallier Brighton. Vous pouvez notamment suivre ça sur le compte Twitter de Extra Mile for SEO. Et puis également, on partagera pas mal de choses sur Instagram. Et puis j'essaierai également de vous faire un petit débrief de ce que c'est que Brighton SEO pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'y aller. On parlait du SEO Campus. Je pense que Brighton, c'est encore un autre monde, mais je vous encourage aussi à vous y rendre si vous en avez l'occasion. Puisqu'on est dans les annonces, je continue encore pour vous dire que, alors je vais retrouver les dates exactes, mais dans un petit mois maintenant, si Paille aussi se rend à Brighton, et ben ça tombe bien, mais on n'ira pas tout à fait ensemble, on s'y retrouvera là-bas. Pour vous dire du coup que le 18 et 19 octobre, donc dans 3 semaines si je compte bien, aura lieu le SEO Square numéro 5 organisé par SEMJ. Donc c'est une série de webinaires en ligne gratuits sur lesquels je vous encourage là aussi à aller vous inscrire. Moi, j'aurai la chance de participer en tant qu'intervenant sur une petite conférence au sujet du maillage interne. L'idée, c'est de montrer rapidement comment on peut travailler de manière itérative sur l'optimisation du maillage interne sur des sites. Et puis, je participerai également, je crois, à l'apéro final avant de vous retrouver du coup le 19 octobre pour un nouveau live. Je vois que Sipai parle également d'un événement dont j'avais oublié de parler et qui est super intéressant également. On a un meet-up organisé par Google, chez Google, le 13 octobre pour ceux qui sont sur Paris. Donc je crois que ça commence à 17h30 de mémoire. En tout cas, là encore, c'est gratuit. Il y a un panel d'intervenants vraiment sympa, notamment Sipai justement. Et très féminin d'ailleurs, il me semble, le panel. Il y a à manger gratuit. Alors se faire payer de la bouffe gratuitement par Google, je pense que c'est toujours quelque chose dont il faut profiter. Et moi, j'aurai également le plaisir d'y être pour assister simplement à cet événement. Alors, le Marketing Digital Days, nous dit Yannick, je ne sais pas ce que c'est, ni quand c'est, ni où c'est, mais c'est certainement intéressant. N'hésite pas à nous partager plus d'infos si tu en as, Yannick. Voilà, et puis je pense qu'en termes d'annonces, on est déjà pas trop mal. Et on aura le temps d'en faire d'autres par la suite. Euh, Voilà pour tout ça. Je vais du coup lancer les choses sérieuses. Alors, Yannick nous dit que les Marketing Digital Days, c'est genre 18-19 octobre. C'est bien. Du coup, c'est en même temps que le SEO Square. Toujours compliqué de, de trouver des dates qui conviennent à tout le monde, évidemment, mais on fait toujours au mieux. Ah, on a Ecomac, dont c'est la première fois sur le chat, mais je suis ravi de le retrouver ici. Et j'espère que tu vas bien. Et voilà. Du coup, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, puisque ça fait déjà 10 minutes que je parle pour pas dire grand-chose, la dernière fois, donc lundi dernier, on a commencé à travailler sur des notebooks. Je vais essayer de retrouver rapidement le notebook en question, voilà, que vous pourrez retrouver du coup sur GitLab dans notre projet Xion. On remercie encore une fois Yannick pour ses suggestions de noms de projets très intéressants. Voilà, donc le petit notebook qui pour l'instant ne fait pas grand-chose et qu'on va essayer de reprendre aujourd'hui. Alors pour moi, l'idée aujourd'hui justement, c'est d'aller un petit peu plus loin que ça et notamment de reprendre et d'adapter un vieux notebook que j'ai publié il y a pas mal d'années maintenant, puisque je pense que il a largement de plus de 2 ans. Voilà, on a des commits il y a 4 ans sur ce répertoire-là. Donc, c'est un notebook qui permet tout simplement de prendre un export d'un crawl Screaming Frog et puis de faire quelques analyses.
L'idée pour moi aujourd'hui, c'est de me baser sur ce notebook-là. Donc on va voir comment je peux le récupérer, l'installer sur ma machine et l'adapter pour traiter un export d'un autre crawler, à savoir celui-ci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Crawl, crawl.tech, c'est un crawler SEO que j'ai à la fois le plaisir et le malheur d'avoir créé et de maintenir. C'est un plaisir évidemment. Donc c'est un crawler qui est très très simple évidemment, qui est basé sur Scrappy. Pour ceux qui connaissent Scrappy, qui est une librairie de scrapping en Python, dont on aura l'occasion de parler. Ici, l'idée c'est de configurer et de préparer Scrappy pour un usage SEO parce que les logiques sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on veut faire simplement du scrapping ou bien qu'on souhaite récupérer de la data pour du SEO. En tout cas, c'est un projet qui est totalement fonctionnel, que vous pouvez normalement relativement simplement installer et utiliser chez vous. Il y a mine de rien quand même quelques utilisateurs dans le monde qui utilisent ce crawler. Même s'il reste très simpliste, il y a quand même quelques petites features qui peuvent peut-être vous intéresser. J'en dis pas plus pour l'instant parce que je pense qu'on aura dans la suite de nos épisodes l'occasion de travailler sur ce crawler justement et d'essayer de continuer à le faire évoluer, puisque pour l'instant il est un petit peu au point mort, manque de temps principalement. Oh, le teasing, eh oui, je fais du teasing. J'avoue que j'ai une liste de sujets toujours de plus en plus longue à traiter. Le problème, c'est que j'en trouve beaucoup plus que je ne fais d'épisodes, mais ne me demandez pas de faire plus d'épisodes parce que pour l'instant, j'ai absolument pas le temps de faire plus d'un épisode par semaine. Peut-être qu'un jour, ça changera. En tout cas, voilà pour Crawl. Alors, je vais pas passer sur la partie installation, etc. On fera ça peut-être une autre fois. Là, l'idée, c'est surtout de récupérer du coup ce vieux notebook et puis d'adapter ce notebook pour utiliser un crawl. Est-ce que je vais faire des épisodes à Noël ou pendant les vacances? Alors moi j'avoue que je prends pas souvent de vacances déjà, donc probablement un peu. Et après peut-être que certaines dates, comme effectivement les périodes de fête, peuvent être l'occasion de faire des épisodes un petit peu hors sujet ou spéciaux. En tout cas, donc, le premier sujet pour nous aujourd'hui, ça va être de voir comment on peut récupérer le code d'un projet qui est sur GitLab ou GitHub. Est-ce que je vais me déguiser pour Halloween? Bah, je pense que je fais déjà assez peur comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, pour récupérer un projet sur GitHub ou sur GitLab, on va faire ce qu'on appelle un clone, et pour ça, je vais avoir besoin de récupérer, bah, en fait, cette information ici. Donc là, typiquement, si je copie l'URL qu'on me propose, juste pour vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler, que j'ai la même chose sur GitHub, voilà, donc le concurrent. C'est exactement le même dépôt, c'est simplement un clone. Et du coup, si vous êtes sur un projet qui est sur GitHub, eh bien, il me semble qu'en cliquant sur code ici, voilà, on peut accéder aux URL pour cloner le répertoire. Donc, cloner le répertoire, hop, si je lance un terminal, une petite mise à jour, on la fera plus tard. Cloner le répertoire, ça veut dire tout simplement que si je vais dans mon dossier stream et que je tape git clone plus l'URL que je viens justement de copier, qu'est-ce que c'est mon mot de passe? C'était pas ça. Les joies du direct. Voilà. Donc j'ai tapé le bon mot de passe, voilà, et vous pouvez voir que il a récupéré du coup les fichiers en ligne et il m'a tout simplement créé ce répertoire qu'on voit ici, qui correspond exactement à ce que je viens de copier. Donc cloner un dépôt sur Git, que ce soit GitHub, GitLab ou un dépôt Git privé d'ailleurs,
Ça veut tout simplement dire qu'on va en faire une copie en local sur notre machine et ensuite on va voir on peut en faire plein de choses. Donc typiquement, si je vais dans ce répertoire Screaming Frog, Python Analysis, je vois que j'ai déjà pas mal de choses qui sont proposées, qui sont ni plus ni moins que ce que je retrouve déjà ici. C'est-à-dire, heu, un fichier gitignore sur lequel je reviendrai peut-être plus tard, le readme qui est, le mode d'emploi qu'on voit ici, qui m'explique comment installer et comment lancer le projet et puis, le code à proprement parler. Concrètement, donc là je suis sur mon clone, je vais vérifier, voilà, et donc je n'ai pas d'environnement Python pour ce projet-là pour l'instant. Salut Fred, bah, je viens justement de parler de toi et de ta rentrée la semaine prochaine. Donc j'espère que le public sera au rendez-vous. Donc sur mon répertoire, comme on peut le voir, je n'ai pas de version locale qui est configurée. Donc comme la dernière fois, je vais commencer par créer un environnement virtuel pour ce projet-là, qu'on va appeler, Notebook Crawl pour avoir un nom de projet beaucoup plus consensuel que d'habitude. Voilà. Patientons quelques secondes et c'est fait. Et maintenant, je vais activer ce nouveau virtualenv en local. Et maintenant, si je tape simplement env local, on va bien me dire que effectivement c'est Notebook Crawl qui est utilisé en local. Donc ça c'est la première étape. J'ai mon environnement virtuel de Python qui est installé. Je peux faire le traditionnel maintenant. Pip install upgrade pip pour éviter d'avoir le message de mise à jour de pip qui me sera affiché à chaque fois. Voilà, on est bien passé en pip 22.2.2, la toute dernière version, on est content. Et maintenant, si je regarde le notebook, on me dit qu'il va falloir également que j'installe la liste de ce qui est dans ce fichier requirements.txt. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de ce genre de fichier la semaine dernière. C'est tout simplement un export qui est proposé justement par pip et qui va lister toutes les librairies qui ont été installées et utilisées pour ce projet-là, et à chaque fois la version exacte qui est proposée. Pardon. Alors moi, ce que je vais faire cette fois-ci, pour le coup, c'est tricher un petit peu parce que en fait, je vois que c'est des versions qui sont très anciennes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce notebook, je l'ai créé il y a déjà pas mal d'années. Et là, je vois par exemple qu'on utilise Pandas version 0.22 de mémoire. Si je vais sur Pandas, on doit être en version 1.5 maintenant. Voilà. La dernière version est la version 1.5. Donc on a quand même pas mal de choses qui se sont passées entre la 0.22 et aujourd'hui. Je pense que c'est plus raisonnable de repartir de zéro, d'oublier ce fichier requirements et puis d'installer au fur et à mesure les librairies et les paquets dont on a besoin. Alors la première chose dont on va avoir besoin, notre fameux Pandas évidemment, mais je pense qu'on peut aussi installer les notebooks Jupyter. Donc on va installer Pandas déjà. Pandas c'est fait. Alors je me rappelle jamais ce qu'est le nom du paquet par contre de Jupyter. Ça s'appelle Jupyter, on verra bien. Ça a l'air de fonctionner.
Et oui, il y a une musique en fond sonore. Il y a une musique en fond sonore. Alors pour rien vous cacher, c'est un titre qui s'appelle Twitch and Shout de Harris Heller, qui est un musicien qui a la générosité de produire pas mal de, de musique libre de droit qu'on peut utiliser librement pour les lives sur Twitch par exemple, pour des vidéos YouTube, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à chercher Stream Beats, qui est le nom de ces playlists sur Spotify, sur YouTube, sur à peu près toutes les plateformes. Vous le retrouverez assez facilement. Moi, j'avoue qu'en fait, j'écoute pas mal ces musiques, pas forcément uniquement dans le cadre des lives, mais simplement parce que j'aime bien avoir des musiques comme ça, tranquilles, chill, euh, sur lesquelles on n'a pas de paroles, par exemple. Je trouve ça bien pour se concentrer. Alors, Durf préfère la Jupiler, ça ne m'étonne pas de lui, mais je pense que c'est pas forcément sa bière préférée. J'ai hâte d'aller boire quelques duvels avec toi, mon petit Fred. Euh, Notre installation est terminée. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais parler, je sais parler au Fred. C'est déjà un premier pas. Comment faire chauffer sa machine avec un script Python pour économiser sur son chauffage, Yannick? Alors, je sais pas si économiser sur ton chauffage est compatible avec le fait d'avoir un ordinateur qui consomme énormément, mais après, libre à toi d'essayer. Et puis, peut-être que si tu as des astuces, tu pourras nous en parler. Personnellement, j'aime bien quand mes ordinateurs fonctionnent de manière relativement modeste en termes de consommation d'énergie. Donc là, j'ai donc installé Jupyter et je peux voir qu'il m'a installé plein de librairies en parallèle. On va voir si ça marche si je fais un Jupyter Notebook. Suspense. Voilà. Alors Fred n'a pas besoin de chauffage avec ses deux cartes graphiques. Alors pour être tout à fait honnête, moi j'ai un disque dur externe slash hub qui chauffe un peu. Mais je crois avoir résolu le problème avec une petite mise à jour récemment. Et c'est un peu plus agréable. Alors j'avoue qu'en hiver c'est pas forcément un problème, mais en été, par temps de canicule, ça devient vite un petit peu chiant d'avoir un truc comme ça qui chauffe beaucoup dans le bureau. On a déjà des écrans, des ordinateurs, etc. Donc la température monte assez vite, comme vous le savez. En tout cas, pour revenir à nos moutons, donc là notre serveur Jupyter fonctionne correctement. Et du coup, je vais pouvoir lancer enfin mon notebook. Et du coup, eh bien, bonne piscine si paille. Yannick, si tu fais un crawl en boucle de Databull, je connais des gens chez O2Switch qui risquent de pas être très contents, mais tu peux toujours essayer. En tout cas, c'est un site statique, donc a priori, les ressources en face seront pas énormes pour continuer à servir tes requêtes. Et on en reparlera juste après, justement, parce que ça va être mon exemple du jour, databull.com. En tout cas, je vous ai dit la semaine dernière que un des intérêts des notebooks Jupyter, c'était le fait d'avoir la possibilité notamment de mettre du texte riche avec du Markdown par exemple, en plus des cellules de code qu'on va pouvoir exécuter les unes après les autres. Donc là, j'avais à l'époque indiqué pas mal d'indications justement. Le but c'était déjà à l'époque de montrer quelques bases de l'utilisation de Python et de Pandas pour, euh, pour tout simplement analyser un crawl. Donc je vous ai dit que j'allais utiliser un export de crawl cette fois-ci. Hop. Donc pour vous montrer tout simplement, j'ai fait mes devoirs avant de venir.
Et du coup, j'ai fait un petit crawl cet après-midi sur mon site, donc sur databull.com, et j'ai récupéré un export CSV de la liste des pages et la liste des liens entre les pages. Rien de bien méchant, je vais peut-être mettre ça dans le répertoire data, parce que j'imagine que s'il y a un répertoire data, ça doit être pour ça. Hop. Je peux m'assurer, si je reviens ici, que dans mon répertoire data, j'ai bien les 2 fichiers que je viens d'installer. Je vais pouvoir faire du Gephi. Heu, peut-être bien, oui. Je t'avoue que je me rappelle pas exactement de tout ce que j'ai mis dans ce notebook, mais ça fait partie des choses qui sont assez, faciles et simples à faire, avec notamment une librairie qu'on verra peut-être aujourd'hui ou sinon la prochaine fois, qui s'appelle NetworkX, que de préparer des fichiers très facilement importables dans Gephi pour faire tout un tas de visualisations par la suite. Alors ici, je vais pas trop m'attarder sur le texte qui est indiqué, parce que, bah, ça concerne surtout Screaming Frog et du coup ça va pas trop nous intéresser. Et puis je vais faire un autre truc également, c'est que je vais relancer le noyau en effaçant le résultat des cellules de code. Tout simplement parce que, bah, ce qu'on va faire va pas tout à fait ressembler à ça, puisqu'on n'utilise pas le même crawler cette fois-ci. Alors pour relancer le noyau, je vais cliquer ici sur noyau et redémarrer et effacer les sorties. Hop, on me demande de vérifier évidemment, parce que si je fais ça, bah, je redémarre tout. Ça veut dire que toutes les opérations que j'ai pu faire précédemment et qui étaient enregistrées en mémoire vive par mon serveur, bah là elles sont oubliées et je repars vraiment de zéro. Mais ça tombe bien, j'avais rien fait, donc c'est pas très grave. Vous expliquer rapidement le code qu'on va voir ici. Alors, import pandas SPD, je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus, on l'a déjà vu plusieurs fois. On a une ligne un peu spéciale ici qui commence par un pourcentage. Ça fait partie des quelques commandes un peu spéciales, spécifiques au notebook Jupyter, et qui permettent ici d'indiquer qu'on souhaite que les graphiques Matplotlib s'affichent directement. Et si on le fait pas, alors je pense que c'est plus le cas avec les toutes dernières versions de Jupyter Notebook, mais en tout cas il y a une époque pas si lointaine où si on n'indiquait pas cette petite ligne supplémentaire, ben, tout simplement nos graphiques s'affichaient pas. Ils étaient bien générés, mais ils restaient dans le code, on pouvait les enregistrer dans un fichier, on verra tout à l'heure comment faire, mais ils s'affichaient pas à l'écran, et nous ce qu'on veut c'est pouvoir les regarder. Voilà. On va commencer cet import. Je comprends pas pourquoi c'est si lent. Ah, voilà, on commence par une erreur. No module named matplotlib. Donc je vais devoir probablement installer matplotlib avant d'aller plus loin. Alors matplotlib, je suis assez étonné qu'il soit pas installé par défaut. C'est vraiment, comme je disais, il me semble la semaine dernière, la librairie de graphiques standard de Python. La grande majorité des autres librairies qui existent souvent sont des surcouches tout simplement de Matplotlib. Ça marche déjà très bien pour faire 90% voire plus des graphiques qu'on va avoir envie de faire dans un usage SEO. Et puis on va avoir l'occasion de voir pas mal d'exemples. Donc là il m'a installé Matplotlib. Juste hop, voilà. Est-ce que ça marche mieux? Ouais, j'ai plus de message d'erreur, donc ça a bien fonctionné. Donc ici, un cas un peu particulier. Donc j'ai ma cellule qui s'est bien exécutée, mais en fait, il n'y a rien qui s'affiche, parce que bah, il n'y a aucune instruction qui demande à la cellule d'afficher quelque chose à l'écran. Si je faisais un print photo, pour être très original, évidemment, j'ai le résultat de ma cellule qui s'affiche ici. Et du coup, j'ai un comportement un petit peu différent.
je vais couper cette cellule-là puisqu'elle ne m'intéresse pas. Et puis du coup passer à la suite. Donc on va commencer par importer les données. Alors je vais copier le nom de mon fichier parce qu'évidemment je ne le connais pas par cœur. Hop, et alors après j'ai des instructions un petit peu étranges qu'on va détailler ensemble et qu'on va supprimer ensuite. Je remets un petit peu d'ordre dans tout ça. Alors la première, script rows, c'est une des instructions, possibles avec cette fonction readCSV, qui, comme son nom l'indique, demande simplement à sauter un nombre de lignes au début du fichier. Moi, dans mon cas, ça ne m'intéresse pas puisque, bah, dans mon fichier, la première ligne, c'est la ligne des en-têtes, donc elle est importante. Hem, Hop, je refais un peu d'indentation et la deuxième instruction, useCalls, elle indique tout simplement la liste des colonnes qu'on souhaite utiliser. Ça, c'est assez utile si vous importez des gros fichiers CSV avec énormément de colonnes et qu'en fait vous n'en utilisez qu'un nombre restreint, bah, vous pouvez simplement indiquer les colonnes que vous souhaitez utiliser et ça évitera de surcharger votre mémoire vive avec des données qui sont pas utiles. Dans mon cas, je vais virer cette instruction-là parce que j'imagine évidemment que les infos qui sont dans mon crawler sont toutes utiles et puis surtout, je ne connais pas exactement pour l'instant les noms et les intitulés des colonnes. Donc je vais peut-être pouvoir faire du tri plus tard par rapport à tout ça. Et puis du coup, la deuxième instruction qu'on voit ici, le point aide, comme vous vous en rappelez sans doute, va simplement nous afficher les premières lignes du tableau. Et donc là, très simplement, je vais avoir mes URL, mes codes réponses, le type de contenu, le niveau de profondeur, un référeur qui est à NaN. Donc NaN, ça veut dire en gros qu'il n'y a pas d'infos. C'est un équivalent d'un known dans d'autres circonstances qu'on verra par la suite. Et ici, c'est tout simplement lié à la configuration de mon crawler. D'où pour ceux qui peut-être souhaiteraient s'en servir, sachez que dans crawl, il y a notamment dans le fichier de configuration une instruction qui va nous permettre de spécifier si on souhaite ou non indiquer le référeur, donc la page précédente lorsqu'on crawl. On ne peut pas faire un âne d'un cheval de course, bien dit Yannick, je vois que tu es très attentif, comme d'habitude évidemment. En tout cas, voilà, donc ici on n'en a pas parce que j'ai tout simplement spécifié que je ne souhaitais pas transmettre le référeur. Dans d'autres cas, ça peut être intéressant, notamment, alors je vais pas parler forcément en détail d'analyse SEO, mais en tout cas, ça peut permettre de savoir, par exemple, quelle est la première page qui a été crawlée sur laquelle on va avoir trouvé une référence à telle ou telle autre page. Typiquement, pour aller dans le virtuel, on va dire, il est à peu près certain que le référeur que j'aurais pu avoir ici pour cette URL, databulle.com/blog, c'était la page d'accueil. Ça vous donne une idée, évidemment. Quelles sont les autres infos que je vois ici? Alors la latence, c'est ni plus ni moins que le time to first byte qui est mesuré par le crawler. On a un petit timestamp qui peut être utile parfois, le nombre de titres, le titre en question, la méta robots, etc., etc. Et ce que je vois également, c'est que là j'ai 3 petits points. En fait, tout simplement, ça veut dire que bah, on m'affiche pas toutes les colonnes. Il y a probablement énormément d'autres colonnes qui sont disponibles. Mais pour éviter d'avoir un tableau à 25 000 colonnes, on préfère ne m'en afficher qu'un certain nombre. On détaillera peut-être plus tard les colonnes disponibles. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que mes données sont bien chargées, pas de souci, tout a l'air OK. On va faire la même chose pour les liens. Alors pour les liens, si j'ai de la chance, il suffit que je remplace le nom de fichier ici. Hop, je vais encore une fois faire un peu de ménage et supprimer tout ça.
Et ici donc dans mon export, je vais avoir la source du lien, la cible. Donc je peux voir déjà que j'ai 2 liens redondants depuis la page d'accueil vers elle-même. Bon, pourquoi pas. Le texte, donc l'encre du lien tout simplement. Une notion de poids que vous retrouverez expliquée dans la documentation de crawl. Ici exactement, qui est tout simplement un petit algo pour... un algo, je sais même pas si on peut appeler ça un algo. En tout cas, c'est une petite formule pour donner un poids aux liens en fonction de leur emplacement dans la page. L'idée, c'est que plus un lien est haut dans la page, plus on lui donne du poids. Et puis, bah, justement, dans les évolutions futures que j'aimerais apporter à cet outil, l'idée, c'est de peut-être avoir une distribution du poids un petit peu plus évoluée, et éventuellement peut-être plusieurs distributions possibles. Et puis ensuite, on a 2 colonnes, une pour nous indiquer si on est sur du nofollow et une autre si c'est du disfollow, c'est-à-dire si la page cible est interdite ou pas par le robots.txt. Alors je vois qu'ici j'ai une problématique de mise en page, voilà. Hop. Tu aimerais avoir une distribution du poids un peu plus évoluée, Fred. Je te comprends, écoute, je compatis, je pense que on est un peu dans la même situation et j'ai pas encore trouvé la recette miracle, la bonne formule, on va dire. Mais si tu la trouves, n'hésite pas à la partager, je suis preneur. On va rentrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, à l'époque, sur ce notebook spécifique à Screaming Frog, bah, j'utilisais évidemment les intitulés de Screaming Frog. Ici, on va évidemment devoir les adapter un petit peu. Donc, typiquement, on va pas parler de status code, mais de response code. Hop. Et donc, si je fais ça, je peux voir que j'ai 25 pages qui ont été crawlées et toutes répondent en 200. Alors, petite astuce, parce que j'en ai parlé la semaine dernière lors de ma conférence au SEO Campus. Euh, Moi, lorsque je vois un site sur lequel 100% des pages répondent en 200, je me dis toujours que c'est pas normal. Et du coup, je vais par réflexe, hop, aller tester. Alors, je sais pas si j'ai un curl. Hop, voilà. Donc là, ce que j'ai fait tout simplement, donc j'ai bien curl d'installer. Donc curl ou CURL pour les anglophones. C'est un des utilitaires pardon, classiques de la ligne de commande qui permet de faire des requêtes HTTP, de récupérer des fichiers, etc. etc. Moi, je lui ai indiqué l'option "grand I" qui lui dit récupère-moi simplement les headers HTTP parce que le reste m'intéresse pas. Et puis, j'ai surtout indiqué une URL qui n'existe en théorie pas sur ce site. L'idée, c'est de bien m'assurer que bah, si je tape sur une URL qui n'existe pas, elle ne renvoie pas systématiquement un 200, mais bien une 404. Pourquoi je fais ça? Malheureusement, je parle d'expérience, mais on a tendance à dire que... bah voilà, donc Yannick en parle. On a tendance à dire qu'il nous faut un maximum de pages qui répondent en 200 sur les sites. Et on a, comme tu l'évoques, des développeurs qui surinterprètent cette recommandation et qui se disent, bah, du coup, s'il faut un maximum de 200, on n'a qu'à faire en sorte pardon, de répondre systématiquement en 200, quelle que soit l'URL, quel que soit le problème, qui est une fausse bonne idée évidemment, puisque les codes réponse HTTP ont une signification. Je vous encourage vraiment à aller taper sur Google liste des codes réponse HTTP et vous allez tomber sur cette magnifique page Wikipédia qui va vous montrer que chaque code, il y en a plein qu'on n'utilise jamais, mais chaque code a une signification précise, une sémantique précise, et vraiment c'est important d'avoir ça en tête, de la relire de temps en temps, et, euh, et d'y faire attention.
Typiquement 404, ça veut dire, ressources non trouvées, ça veut pas dire autre chose. De la même manière que 200, ça veut dire que la requête a été traitée avec succès. Et puis évidemment, il y a des trucs un petit peu plus marrants comme le 418, je suis une théière, que tout le monde ou presque connaît, mais il y a plein d'autres choses évidemment. Donc vraiment faire attention à ça, et comme je le disais à l'instant, moi si je vois 100% de code réponse en 200, ça m'inquiète plus que ça me rassure. Évidemment ici on est sur databulle.com qui est un tout petit site de 25 pages. Sur des sites un peu plus gros, je pense que d'expérience, on sait tous que c'est très très rare d'avoir un taux de réponse en 200 si élevé que ça. Alors le code 666, on n'en parle pas assez, notamment parce que les codes réponse HTTP s'arrêtent à la tranche des 500. Et tu peux voir qu'il n'y en a pas d'autres après. Le dernier qui est listé ici, c'est 527. Donc après, tu peux définir tes propres codes d'erreur, mais on n'est plus dans la norme HTTP. Peut-être que tu peux essayer de faire une demande pour rajouter ce code et sa définition à la norme HTTP, Yannick. Fred était dans la chambre 403 et personne n'a pu rentrer. C'est un classique, évidemment. Moi, j'aime bien être dans ce genre de choses-là. J'aime bien aussi surveiller les plaques d'immatriculation des voitures sur l'autoroute. Ça m'occupe, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça va vite devenir pathétique. Pour avancer en tout cas sur notre analyse de crawl, donc là on a nos codes réponses. Bon, c'est pas trop mal. Je pense qu'on peut faire un petit peu mieux que ça. Donc, je vais rajouter, en appuyant ici sur le petit plus, une cellule. Et je vais tout simplement recopier cette instruction, mais rajouter à la fin l'instruction plot. Et donc la fonction plot, alors je crois qu'on en avait un petit peu parlé la dernière fois, mais la fonction plot de Pandas, qui se base tout simplement sur Matplotlib, mais est facilement intégrée au DataFrame, elle permet de faire différents types de graphiques simplistes, donc des camemberts, des histogrammes, des courbes, etc. Donc là, typiquement, si je lui demande de me faire un pie chart de mes codes réponses, bon, c'est pas très intéressant parce que j'ai qu'un seul type de code réponse, mais au moins, je vois que ça peut marcher. Je pourrais rajouter par exemple un titre. Hop, voilà, et on fiche comme ça un petit titre, c'est sympa, etc. On va voir, je pense, par la suite quelques autres options pour avancer un peu. Hop, voilà. Évidemment, si je ferme la porte, les gens ne peuvent pas rentrer. Du coup, notre graphique, voilà, on va aller un peu plus loin maintenant et on va essayer d'avoir un autre graphique un peu standard basé sur le niveau de profondeur des pages. La logique, elle est toujours la même. Je vais faire un groupe by sur le KPI qui m'intéresse. Et puis ensuite, je vais simplement compter un des éléments dans mon data frame en fonction de ce groupage. Un groupe by, alors écoute, tu peux toujours faire des groupes by pour des outils qui sont gratuits, mais je pense que tu perds un petit peu ton temps organique. En tout cas, voilà, donc là j'ai ma répartition du nombre de pages par niveau de profondeur sur le site. Encore une fois, on est sur un site incroyable qui s'appelle databulle.com, sur lequel je vous encourage tous à aller faire un tour, notamment pour retrouver quelques articles de blog un peu anciens, mais qui vous intéresseront peut-être. Et puis du coup, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai pas dû faire un si mauvais travail que ça, puisque la totalité de mes pages sont accessibles en 2 clics depuis la page d'accueil. C'est pas si mal. On va faire un truc un petit peu plus funky cette fois-ci, puisque là je vais faire un groupe by avec deux critères. Donc le premier,
C'est la profondeur, mais je vais peut-être trouver un autre KPI que celui-ci pour la suite parce que, vu que tous mes codes réponses sont les mêmes, ça risque d'être un petit peu chiant. Enfin, on va se servir de la langue. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici concrètement si je détaille un petit peu? Donc là, pour l'instant, j'ai quelque chose qui est assez similaire à ce qu'on a vu juste avant. La seule différence, c'est que j'ajoute un autre élément dans mon group by. Donc je vais faire en fait un group by à 2 niveaux. Le premier sur le niveau de profondeur des pages et puis le deuxième sur la langue HTML qui est spécifiée sur les pages. Donc ceux qui se demandent ce que ça peut être que la langue HTML, si je vais sur databull.com et que j'affiche le code source, c'est ni plus ni moins que l'attribut langue dans la balise HTML. Je vous encourage évidemment à utiliser, ça fait partie du standard de HTML et c'est toujours pratique si tant est que la langue qu'on indique à cet endroit est effectivement la langue du contenu qu'on affiche dans la page, évidemment. Hop, voilà. Ensuite, je refais un comptage de mes pages par groupe comme on l'a vu avant et puis je rajoute une instruction qui s'appelle unstack. Alors je vais juste vous montrer pourquoi on fait ça. Je vais commenter les autres lignes en attendant. Voici, j'en ai pas besoin. En fait, qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas mon unstack? J'ai en gros un problème de niveau puisque tous mes index pour le deuxième niveau sont pas forcément répétés à chaque fois et du coup ça va nous poser des soucis lorsqu'on va vouloir manipuler ces données là. Si je refais la même chose en rajoutant mon unstack, on peut voir que je suis vraiment passé sur un data frame et que j'ai bien dégroupé, on va dire, mes éléments et ils seront un peu plus faciles à manipuler par la suite. Donc le unstack, c'est une petite astuce à retenir lorsque vous faites des group by à plusieurs niveaux. Alors ici j'ai mis 2 niveaux, évidemment, on pourrait en rajouter plus si on voulait. Il faut simplement avoir l'utilité de le faire. Non, ça ne sert pas à grand chose. Et puis du coup, si je reprends la suite de mes instructions, hop, je mets ça un petit peu en, un petit peu en forme. Premier élément qui change un petit peu par rapport à tout à l'heure. Je change le titre en live sans vous le dire. Premier élément qui change un petit peu, c'est que j'ai rajouté également cet intitulé stacked égale true. Hop, du coup, très concrètement, si je fais ça, ça empile simplement les groupes d'un même niveau. Et évidemment, si j'enlève mon stacked égale true, au lieu d'avoir des éléments empilés, ils sont tout simplement juxtaposés. C'est assez classique évidemment, je pense que vous avez déjà vu ça, notamment dans des tableurs comme Excel ou Google Sheets. C'est exactement la même logique, donc après libre à vous de savoir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez stacker les groupes ou pas? Pas très important. On va en profiter également pour regarder un petit peu les autres éléments que j'ai commentés. Alors le premier, qui sert pas à grand chose, mais dont je vais parler un petit peu, qui est très lié à Matplotlib. En gros, Matplotlib, donc la librairie de création de graphiques pour Python, va souvent fonctionner avec 2 objets en parallèle. Le premier qu'on appelle fig, donc la figure, le graphique dans son ensemble, c'est-à-dire les données et la zone dans laquelle on trace, mais également le titre, les légendes, les intitulés d'axes, etc. etc. En fait, toute la zone de traçage de la figure, là où axe va simplement gérer ce qui concerne
en gros les vrais éléments qu'on utilise. Donc ici, tout simplement, je vais stocker mon graphique dans, cet objet axe pour pouvoir le réutiliser ensuite et surtout, utiliser la fonction savefig de, Matplotlib qui me permet de sauvegarder mon fichier sur le disque. En fait, si je fais pas ça, alors mon image s'affiche, c'est joli et c'est cool. Elle est sauvegardée dans mon notebook Jupyter. Je peux en faire un copier-coller, c'est-à-dire que si je fais copier l'image ou l'enregistrer quelque part, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Par contre, ça reste, euh, ça reste entre guillemets virtuel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sauvegardée autre part. Si je veux pouvoir m'en servir ailleurs, par exemple la sauvegarder dans un répertoire pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un en pièce jointe d'un mail par exemple, ou bien si je veux m'en servir pour ensuite alimenter peut-être une page web que je vais créer par ailleurs, et du coup avoir besoin d'héberger cette image quelque part, bah, il faut que je la sauvegarde et je peux le faire tout simplement avec cette fonction savefig, pardon, et pas savepig. Donc savefig, je lui indique tout simplement l'endroit où je veux sauvegarder. Donc ici, ce sera sauvegardé dans mon répertoire output. On peut voir qu'il y a déjà les exemples qui sont. Et puis je vais également pouvoir spécifier le format d'export. Donc ici j'ai le format par défaut de Matplotlib qui est le PNG, mais évidemment je peux exporter directement en JPEG si je veux ou dans d'autres formats. Il y a plein d'autres options. Alors comme d'habitude, ce qu'on peut voir, c'est la documentation. Hop, je vais éviter que mon écran s'éteigne. Donc la documentation de Matplotlib savefig me dit que je peux également, au-delà du nom du fichier, donc fname, spécifier la résolution avec un nombre de dpi par exemple. Le format, donc le format c'est le format d'export du fichier qui est déduit du nom du fichier si vous ne l'avez pas spécifié. Et puis je peux également ajouter des métadonnées si je le veux, etc., etc. Bref, je vous laisserai parcourir tout ça si ça vous intéresse. Concrètement, si on n'a pas des gros besoins, on peut éventuellement peut-être jouer avec la résolution en DPI, mais on va surtout simplement sauvegarder nos fichiers. Donc là, si je retourne dans mon répertoire output et que j'ouvre mon fichier, on peut voir que c'est bien celui qu'on vient de spécifier. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir cette fonction savefig? Évidemment, quand on est juste sur une analyse à l'instant T, c'est pas forcément le truc le plus incroyable. Par contre, si vous commencez par exemple à traiter ce genre de choses-là en fonction de catégories par exemple, et que du coup vous allez répéter énormément le même genre de choses et que vous ne souhaitez pas avoir peut-être 50 ou 100 images qui s'affichent dans votre notebook les unes à la suite des autres, peut-être que c'est mieux de ne pas les afficher, de simplement les sauvegarder et puis de pouvoir les parcourir par la suite de votre côté. En tout cas, voilà, ça peut permettre d'automatiser comme ça des exports, etc. Ça peut être assez pratique. Hop. On va avancer un petit peu avec d'autres utilisations qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir de Pandas. Et puis je vais m'arrêter là ensuite pour cette fois-ci. Premier exemple avec un filtre. Donc là, concrètement, si je détaille un petit peu ce qui se passe, et que je mets à jour avec notre exemple à nous, il va falloir aussi que je reprenne le bon intitulé de colonne, puisque ce n'est plus destination mais target. Concrètement, ce qui se passe, c'est que tout simplement, ce que je lui dis de faire, c'est prendre dans mon data frame de lien toutes les lignes qui correspondent à cette instruction-là. Et cette instruction-là, c'est les liens dont la cible contient databule.com au début, parce que c'est une petite expression régulière.
Pour ceux qui l'auront reconnu, il y a le petit circonflexe qui marque le début d'une ligne dans la norme regex utilisée en Python. Donc concrètement, hop, si j'enlève le petit tilde au début, on va m'indiquer tous les liens internes qui pointent vers une autre page du site. Le point qui était important ici, c'est que moi j'ai un petit tilde qui veut dire l'inverse de ce qui est entre parenthèses. Donc là, typiquement, si j'exécute ça, je vais trouver tous les liens depuis databulle.com vers d'autres sites. Donc on peut voir que j'ai un lien qui doit être dans le footer de mon site vers ThemeFisher, qui est l'éditeur du thème que j'ai utilisé. J'ai un lien vers Twitter, OnCrawl, GitHub, etc., etc. Bref, comme ça, je peux identifier très simplement tous les liens externes de mon crawl, et ça peut me servir évidemment à plein d'autres choses. Ces conditions, je peux les cumuler, c'est-à-dire que si je voulais par exemple trouver les liens dont le poids est supérieur à, disons, 0,5, je vais lui dire, trouve-moi également les lignes dont la colonne weight contient une valeur qui est supérieure à 0,5. Et évidemment, le contenu de ce qu'on obtient est différent, puisque là, j'ai plus que des liens avec un score supérieur à 0,5. Ça change un petit peu, ça peut me permettre par exemple d'essayer d'identifier si j'ai des liens qui sont pointés vers l'extérieur et qui sont placés relativement haut dans mes pages. Alors peut-être qu'il faut que je mette une valeur un peu plus élevée que 0,5, mais en tout cas ça peut me montrer si jamais il y a un peu trop de liens externes ou bien des liens externes trop bien placés dans mes pages. Parce que intégrés dans un menu ou ce genre de choses-là, peut-être que c'est une manière de les détecter. Donc en tout cas, voilà, si on veut cumuler plusieurs filtres en parallèle, il est facile de le faire avec le e-commercial qu'on voit ici. Je peux en ajouter autant que je veux. Évidemment, bah, s'il n'y a pas de données, c'est-à-dire que si je fais par exemple tous les liens dont la source contient Toto, j'ai pas de données qui arrivent, donc ça ne marche pas. Bref, je vais pas vous apprendre la roue, évidemment. Pour finir sur ce bloc-là, alors ici, ça ne marchera pas parce que l'instruction ici me dit d'exporter tous les liens dont le code réponse est 404 vers un fichier d'export qui contiendra les liens en 404. Le seul problème, c'est que quand je regarde mon data frame de liens, je n'ai pas encore le code réponse. Mais on va voir peut-être la prochaine fois du coup comment on peut remédier à ce problème-là, puisque bah, là il est déjà 18h et on va déjà devoir s'arrêter. Mais on saura de quoi parler la prochaine fois. Voilà, bah, en tout cas, apéro, oui, presque. Moi j'avoue que j'ai encore un peu de boulot avant de passer à l'apéro, mais bientôt. En tout cas, bah, merci à vous d'avoir assisté à ce live. Donc, on va continuer ça la prochaine fois et puis essayer d'améliorer un petit peu cette analyse d'un crawl. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, il n'y aura pas de live puisque je serai en déplacement pour Brighton. Je vous ferai, j'espère, coucou depuis Brighton SEO. Pensez à moi notamment mardi prochain parce que pendant que Fred relancera ses lives sur la chaîne Twitch Trikaya à partir de 15h mardi, bah moi je serai sur un vélo en train de souffrir et de faire beaucoup trop de kilomètres en beaucoup trop de temps, en beaucoup trop peu de temps d'ailleurs. Enfin, ça dépendra du point de vue en tout cas. Et puis en tout cas, j'espère bien profiter de mon petit séjour au Royaume-Uni. Si vous êtes à Brighton SEO, n'hésitez pas à venir discuter par le plus grand des hasards. Je serai probablement, lorsque je ne serai pas en train d'assister à une conférence, pas très loin du stand OnCrawl, puisqu'en ma qualité d'ambassadeur, eh bien, je traîne beaucoup avec eux.
Et puis si, en tout cas, vous n'êtes pas présent là-bas, bah, on peut se donner rendez-vous la semaine suivante, le mercredi 13, si je ne dis pas de bêtises, à Paris, chez Google, pour un meet-up, en fin d'après-midi, très intéressant. Et puis la semaine suivante pour le SEO Square avec SEMJ, où je vous parlerai, je crois, le mardi 18 à 14h30 de maillage interne. Alors, le mercredi 12, donc ça doit être le jeudi 13, le meet-up chez Google. On a partagé le lien tout à l'heure, je vous le remettrai dans la description. Voilà, en tout cas, bah, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de journée, une bonne semaine. Et je vous dis du coup rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas d'ici là, si vous avez des questions, si il y a des choses qui vous viennent en regardant les replays, à m'envoyer des petits messages et puis on essaiera d'y répondre une prochaine fois. Bientôt!